Donc au cours de cette séance, vous vous êtes mis dans la peau d'un médecin généraliste de Lambersart pour conseiller Yanis. Donc dans un premier temps, vous pouviez voir le document sur l'IMC qui permet de dire que l'IMC de Yanis est trop élevé, 25,7, ce qui correspond donc à normalement un surpoids, mais on nous précise que cet IMC n'est pas quelque chose d'absolu. Il ne peut pas être utilisé pour les sportifs, mais ça n'est pas le cas d'Yanis. Il ne peut pas non plus être utilisé pour les adolescents de moins de 18 ans parce qu'ils sont encore en croissance, et donc ça c'est le cas d'Yanis, et ça dépend de la morphologie de la personne. Donc ces trois éléments étaient intéressants à repérer dans ce document 6. Donc cet outil a des limites. D'autre part, on nous précise dans le document 7 que faire un régime ou sauter un repas, ça n'est pas bon pour un adolescent. On nous précise dans ce premier extrait de texte que les adolescents qui font un régime risquent l'obésité après 30 ans, que les régimes entraînent un effet yo-yo et que les régimes entraînent des carences en vitamines qui sont néfastes pour la croissance. Donc, on peut dire à Yanis qu'il ne doit pas faire de régime ni sauter de repas, comme l'indiquent ces éléments du document 7. Il a donc pris son repas au McDonald's. On peut lui dire qu'il peut manger mieux, même en mangeant au McDo. Il a pris un royal, un hamburger, une grande frite, une sauce barbecue, un grand Coca-Cola. Il aurait pu trouver un meilleur menu. Pour cela, on peut utiliser le document 4 qui nous indique les besoins journaliers de 10 000 kJ pour un adolescent qui ne fait pas de sport. Il va utiliser cette énergie pour faire différentes activités, pour marcher, pour regarder la télévision et même pour dormir, mais bien sûr des plus petites quantités. Et donc revenons-en au menu McDo. Ici, eh bien, il aurait pu prendre une petite frite plutôt qu'une grande frite, par exemple, ne pas prendre ces 2 hamburgers, mais plutôt choisir une salade. Donc là, vous avez fait le choix le plus approprié pour ne pas arriver aux 5798 kJ de son menu, mais avoir une plus petite quantité d'énergie lors de ce repas. Donc, faire du sport, comme on le voit ici, va aussi faire dépenser de l'énergie. Pourquoi faire du sport fait dépenser de l'énergie? On peut poser cette question à Yanis et lui montrer, grâce à ce document, que la dépense énergétique est due à la respiration qui se produit dans nos cellules lors de l'activité physique, lui rappeler l'équation bilan de la respiration cellulaire qui produit donc de l'énergie en détruisant des molécules de glucose par exemple, mais aussi de graisse ou de protéines ou protides qui viennent de notre alimentation. Alors quel sport adapté pour Yanis? Est-ce qu'il va faire du football? Non, peut-être pas, parce qu'il n'aime pas particulièrement le sport, mais il pourrait peut-être faire du vélo. Alors ce graphique est important parce qu'il nous montre que suivant l'activité, les réserves impliquées ne sont pas les mêmes, et donc le régime qu'il peut entamer grâce à du sport ne nécessite pas de faire du sprint, parce que quand on va faire du sprint, on va principalement utiliser des glucides de réserve des muscles. Donc ce qui n'est pas nécessaire pour Yanis, lui a besoin d'éliminer les graisses qui sont en trop dans son organisme, et notamment les lipides de réserve des muscles qu'il pourra très facilement éliminer en faisant par exemple du footing lent ou de la marche. Et lors de la marche par exemple, il va principalement éliminer les lipides du sang. Donc ça leur évitera de s'accumuler, donc ça lui évitera de grossir encore. Ce document de votre livre peut venir en complément
puisqu'il nous précise que pour augmenter l'utilisation des lipides, il faut pratiquer une activité physique de type endurance prolongée, c'est-à-dire supérieure à 20 minutes. Donc, de la course lente ou de la marche rapide conviendra tout à fait à Yanis. Cet autre document du livre vient compléter cela et montre que la VO2 max peut être augmentée, que ce soit chez des garçons en surpoids ou des filles en surpoids, grâce au nombre d'heures hebdomadaires d'activité physique. L'ensemble nous amène à conclure pour Yanis que la consommation de nutriments dépend de l'effort fourni et donc grâce à l'exercice physique, il pourra lutter contre l'obésité. Comment sont assurés les apports accrus de nutriments et de dioxygène? C'est ce que nous allons voir dans le 5e paragraphe. Donc nous arrivons au grand 5, effort et activité cardiovasculaire, qui terminera ce chapitre sur la physiologie de l'effort, avec un petit 1, circulation sanguine et apport accru de nutriments et de dioxygène. On reprend ici un document que nous avions vu dans le grand 2 de ce chapitre, où l'on voit que le débit sanguin au niveau des muscles est multiplié par 10 au cours d'un exercice modéré et que 72% du sang est alors apporté aux muscles, contre 20% seulement au repos. Alors pourquoi y a-t-il cette différence? Eh bien, les variations du débit sanguin s'expliquent par deux mécanismes, la vasodilatation, c'est-à-dire la dilatation des vaisseaux, qui arrive, ce sont les artères qui arrivent aux muscles qui vont se dilater et donc apporter plus de sang, et à l'inverse, il y a vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux se rétrécissent pour les autres artères, c'est-à-dire celles qui arrivent aux autres organes, le cerveau, l'estomac, les intestins, etc. Alors cette vasoconstriction et cette vasodilatation s'expliquent par la structure des artères, des veines et des capillaires que vous voyez ici. Ça, c'est un document qui n'est pas dans votre livre, qui nous montre une artère ici en A. Vous la voyez avec les globules rouges qui donnent l'échelle des photographies. Un globule rouge mesure 7 micromètres de diamètre. Donc, vous pouvez dénombrer le nombre de globules rouges et voir qu'une artère a souvent un diamètre important, une paroi que l'on voit ici. Alors, ces trois images ont été prises en microscopie électronique à balayage qui permet de voir en relief, mais cette microscopie électronique à balayage donne des images en noir et blanc qui ont été ici colorisées pour mieux visualiser les éléments. Donc les artères sont des vaisseaux sanguins de gros calibre. Les veines, comme celle-ci, sont des vaisseaux qui ont une paroi beaucoup plus fine et qui sont de moins grand calibre. Vous voyez que l'échelle n'est plus la même. On a 1, 2, 3, 4 globules rouges qui tiennent dans l'épaisseur de la paroi. On voit que cette paroi est plus flasque, moins rigide. Et enfin, nous avons ici un capillaire, c'est-à-dire un tout petit vaisseau sanguin dans lequel passe tout juste une hématie ou globule rouge au niveau du diamètre. Donc on a à peu près un diamètre de 10 micromètres pour ces tout petits vaisseaux sanguins. Alors, ce qui va pouvoir faire la différence, ce sont les artérioles de petites artères, plus grandes que les capillaires, mais beaucoup plus petites que les artères. Ce sont des vaisseaux qui sont musclés, c'est-à-dire que leur paroi contient des fibres musculaires qui va leur permettre de se contracter. Donc quand elles se contractent, on parle de vasoconstriction. Quand elles se relâchent, on parle de vasodilatation. Quand il y a vasodilatation, il y aura donc plus de sang qui part vers les capillaires. Quand il y a
contraction, vasoconstriction, les cellules musculaires vont diminuer le rayon de la petite artère et donc diminuer l'arrivée de sang dans les capillaires. Deuxième élément, la circulation sanguine. Nous avons dans notre corps deux circulations. La circulation pulmonaire qui envoie le sang du ventricule droit aux poumons, des poumons au ventricule gauche, et la circulation générale qui approvisionne tous les organes et reprend le sang chargé de CO2 et de déchets vers le ventricule droit. Alors, on parle de double circulation et vous voyez que ces deux circulations ne sont pas disposées de la même façon. Cette double circulation a une façon de fonctionner. La circulation générale, elle, les organes sont les uns après les autres. Alors, comment on appelle ce type de circulation? Eh bien, on fait la correspondance, l'analogie avec des modèles de circulation électrique. On a ici un montage électrique en série, on a ici un montage électrique en parallèle, et ici, on a les deux. Eh bien, vous avez dans votre livre ce schéma que nous allons simplifier pour le cours. Donc, vous allez pouvoir coller le document distribué, la circulation pulmonaire d'une part, la circulation générale d'autre part, avec les muscles représentés en gros parce que c'est ce qui nous intéresse, le cœur également, ainsi que les poumons, parce que ce sont les éléments qui sont à la base de cette circulation, et puis le cerveau qui ne peut pas être privé de dioxygène, et l'ensemble des autres organes qui ont été réunis ici, les intestins, le foie, etc. Alors, en petit a, on peut parler de la circulation générale. Elle se fait en parallèle, c'est-à-dire que les organes vont partager le même volume de sang suivant les besoins de l'organisme. Donc si les muscles en ont besoin de plus, les autres organes vont en recevoir moins. Et donc ceci est possible grâce à la vasoconstriction des artérioles qui amène le sang aux organes. La double circulation, elle est en série. Et donc la circulation pulmonaire, que j'ai abrégée ici en CP, et la circulation générale, disposées en série, permettent l'oxygénation du sang qui provient de la circulation générale au niveau des poumons. Donc, l'ensemble du sang qui revient vicié au cœur, c'est-à-dire chargé de CO2 et de déchets, va être libéré de son CO2 grâce à cette circulation qui est en série. Tout le sang qui revient au cœur passe aux poumons. Égalité des débits dans les deux circulations. Le sang qui sort des poumons est donc toujours saturé en dioxygène. Il contient toujours le maximum de dioxygène. Ce qui va nous amener à nous demander comment l'organisation du cœur permet-elle une circulation indépendante entre le sang riche en dioxygène qui provient des poumons, celui-ci, et le sang pauvre en O2 qui revient des organes. Il faut qu'il y ait des tuyaux différents. C'est ce que vous allez montrer en TP en étudiant l'organisation du cœur et les apports accrus de nutriments et de dioxygène. Merci de votre attention.